parcours avec les bourses d'études a commencé il y a environ 3 ans de cela. J'ai bénéficié d'une bourse d'études pour le master. Ensuite, j'ai obtenu une autre bourse d'études pour le doctorat. Quelque chose que j'aurais jamais cru possible. Parce que de mon entendement depuis ma jeunesse, les bourses d'études, c'est uniquement pour des gens qui ont les 19 de moyenne. Et ça n'a pas toujours été mon cas. Donc, je vais vous présenter mon histoire en quelques mots. J'ai donc fait mes études normalement jusqu'au secondaire où j'ai obtenu mon baccalauréat au Cameroun. J'ai eu mon baccalauréat avec une mention bien et j'espérais que cette mention bien soit suffisante pour avoir des bourses d'études. Mais malheureusement, ce n'est pas juste le cas. Il y a beaucoup de camarades avec qui j'ai évolué qui ont également eu des mentions bien mais jamais eu une bourse d'études. J'ai réellement compris ce que c'est le monde de la bourse. Et surtout, j'ai compris qu'il y a beaucoup de bourses à l'extérieur dont les francophones en Afrique ne sont juste pas au courant. Tout à fait. Les bourses sont plus partagées pour la zone anglophone. Les bourses sont plus en anglais. En tout cas, les bourses sérieuses sont plus en anglais. Même des bourses de la France sont en anglais, curieusement. Et pour ceux-là qui ont ce frein en anglais, je pense que c'est ça qui prevent, qui empêche les gens, voilà, d'obtenir des bourses d'études. Parce que l'anglais, c'est juste une barrière. Donc, ils ne vont pas chercher vos notes pour 5000 personnes dans les relevés de notes. Ils ne le font pas. Ce qui fait donc que ce qui attire votre attention ou vous démarque, c'est le premier message que vous envoyez à cet encadreur-là. C'est ça le point. C'est ça qu'ils lisent. Ils ne vont pas lire les lettres de recommandation, les lettres de motivation, les relevés de notes, si déjà le premier message ne les attire pas. Parce qu'ils ont comme ça, voilà, 5000 candidatures. Les gens qui ont les 20 de moyenne, 19 de moyenne, 15 de moyenne, ils sont nombreux. Dans une pile de candidatures de 5000 personnes ou 6000 personnes, il y a un minimum de 4000 personnes qui ont plus de 15 de moyenne ou plus de 16 de moyenne. Donc, en termes de compétences académiques, vous ne faites pas l'exception. Il y en a qui sont beaucoup mieux que vous en termes de résultats académiques. Vous ne pouvez donc pas vous baser sur cela pour vous vendre auprès de ces enseignants-là. Ça veut dire que si cela ne marche pas, il faut trouver une autre stratégie. Et quels sont donc ces autres points-là qui peuvent vous aider à vous démarquer? Mon nom c'est Elnathan Tioko, ça fait environ 6 mois que j'ai immigré du côté du Canada pour les études. Je suis étudiant en doctorat en génie informatique, génie logiciel, ou très exactement en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal. Alors, sachant qu'on est en train de parler principalement des bourses d'études, mon parcours avec les bourses d'études a commencé il y a environ 3 ans de cela. J'ai bénéficié d'une bourse d'études pour le master. Ensuite, j'ai obtenu une autre bourse d'études pour le doctorat. Quelque chose que j'aurais jamais cru possible. Parce que de mon entendement depuis ma jeunesse, les bourses d'études, c'est uniquement pour des gens qui ont les 19 de moyenne. Et ça n'a pas toujours été mon cas. Donc, je vais vous présenter mon histoire en quelques mots. J'ai donc fait mes études normalement jusqu'au secondaire où j'ai obtenu mon baccalauréat au Cameroun. J'ai eu mon baccalauréat avec une mention bien et j'espérais que cette mention bien soit suffisante pour avoir des bourses d'études. Mais malheureusement, ce n'est pas juste le cas. Il y a beaucoup de camarades avec qui j'ai évolué qui ont également eu des mentions bien mais jamais eu une bourse d'études. Donc, avec le temps, j'ai cherché énormément de bourses d'études, espérant que la note du baccalauréat pourrait m'aider d'une certaine façon pour obtenir cela. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Et encore, j'ai échoué assez de concours dont je ne pouvais même pas penser échouer. Parce que juste la compétition, elle est extrême. Il y a énormément de jeunes qui sont diplômés et sont à la recherche des opportunités, des bourses d'études pour continuer les études. Mais ils n'ont juste pas ces opportunités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin pour
pour peu d'opportunités qui sont offertes, très principalement pour la zone francophone de l'Afrique. Alors, jusqu'en licence, j'avais jamais eu une bourse d'études. J'ai continué à payer ma scolarité seul. Et en licence, donc, j'ai eu à postuler, à postuler à une bourse d'études de AIMS, African Institute for Mathematical Sciences. J'ai postulé aléatoirement, de façon hasardeuse. Et pour être honnête, c'était probablement la deuxième fois ou première fois que je postulais vraiment à une bourse d'études assez sérieuse. Quand je dis sérieuse, c'est que voilà, tu dois remplir beaucoup de conditions, tu dois justifier certaines pièces. On te pose des questions du genre, combien d'enfants ont tes parents, combien est-ce qu'ils ont comme revenu mensuellement. Bref, ils posaient des questions qui n'avaient vraiment rien en rapport avec l'école, littéralement. Donc, le seul truc qui avait vraiment quelque chose en lien avec l'école, c'est lorsqu'on m'a demandé de upload, comment ça se dit? De upload, du moins, de upload mes documents académiques, mes relevés de notes. C'est la seule partie qui était vraiment académique sur les bourses d'études. J'ai postulé à cette bourse d'études-là, j'ai été accepté, j'ai passé l'interview. Et encore, très curieusement, à l'interview, on ne m'a pas parlé des mathématiques. Et je me rappelle, le professeur Marco, à l'époque, paix à son âme, il m'a appelé pour l'interview et à l'interview, il me demande « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Amen. On parle ici là d'une interview pour entrer dans une institution assez prestigieuse en sciences mathématiques. Il me demande qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je n'avais aucune question en rapport avec les mathématiques. Il me demande pourquoi est-ce que tu as choisi de postuler ici. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quelle est la suite après tes études? Pour être honnête, c'était assez intriguant parce que je me suis préparé pour cette interview-là. J'ai cherché des documents, j'ai lu, j'ai vraiment travaillé pour me préparer à cette interview, que même si on me pose n'importe quelle question, je vais pouvoir répondre. Mais curieusement, au-delà de mes attentes, ça n'avait rien à voir avec l'école. Et je vais chuter en disant que c'est plus une mentalité pour les jeunes de penser que les bourses d'études concernent uniquement des personnes qui sont mathématiques, des personnes qui, voilà, sont principalement études, les interviews ou bien les bourses d'études. Dans notre système de pensée francophone, c'est que c'est absolument l'académie. Même les interviews, on pense que c'est absolument académique. Mon expérience, c'est totalement différent et je me base sur mon expérience personnelle pour dire que les bourses d'études n'ont toujours pas à voir avec les notes académiques, pas toujours à voir avec les relevés de notes ou bien les notes que vous avez eues en mathématiques ou dans votre jeunesse. Donc, retirer cette peur, cette frustration de croire que voilà, ces écoles d'excellence, cela ne requiert ou ne regarde que ce genre de choses. Je suis à Polytechnique Montréal, le niveau d'excellence est vraiment élevé. Et je vais l'avouer qu'il y a assez de grâce dans cela. Il y a assez de grâce parce que voilà, je ne pense pas que tous ceux qui ont des 19 de moyenne qui vont postuler à Polytechnique vont entrer à Polytechnique ou dans d'autres universités. En tout cas, pas les moyens de la bourse. Parce qu'il faut le dire, étudier à l'étranger sans bourse, c'est très difficile. En tout cas, on en reparlera. Mais voilà, je ne pense pas que tous ceux-là qui ont eu les 19 de moyenne obtiendront absolument des bourses. Voilà pourquoi je dis, il y a assez de grâce dans cela. Et au-delà de la grâce, il y a également comment est-ce qu'on se prépare, qui est d'ailleurs la question qui m'a été posée en deuxième point. Comment est-ce qu'on se prépare pour bien postuler, pour être garanti qu'on a tout donné pour avoir l'opportunité à laquelle on a postulé. Donc en gros, c'est ça mon histoire en rapport avec les bourses d'études. Lorsque j'ai donc obtenu cette bourse-là à AIMS en master, j'ai appris énormément des bourses d'études. Énormément. Moi qui avais postulé pour la première fois et qui a été accepté, j'ai rencontré des gens qui ont postulé pour la 5e fois, ce n'est peut-être qu'à la 6e fois qu'ils ont été acceptés et qui ont postulé ailleurs. J'ai appris de leurs expériences. J'ai réellement compris ce que c'est le monde de la bourse. Et surtout, j'ai compris qu'il y a beaucoup de bourses à l'extérieur dont les francophones en Afrique ne sont juste pas au courant. Tout à fait.
Les bourses sont plus partagées pour la zone anglophone. Les bourses sont plus en anglais. En tout cas, les bourses sérieuses sont plus en anglais. Même des bourses de la France sont en anglais, curieusement. Et pour ceux-là qui ont ce frein en anglais, je pense que c'est ça qui prevent, qui empêche les gens, voilà, d'obtenir des bourses d'études. Parce que l'anglais, c'est juste une barrière. Et c'est une des raisons principales pour laquelle sur ma chaîne YouTube, je parle énormément des bourses d'études. L'idée, c'est qu'il y a peu de jeunes, en tout cas francophones, qui connaissent qu'il y a assez d'opportunités là dehors et qui, juste à cause de la barrière de la langue, n'ont pas des opportunités. Et autant que je peux, je partage sur ma chaîne YouTube, voilà, des astuces, des opportunités et surtout comment en venir à ces opportunités-là, comment obtenir ce genre d'opportunités, comment s'y préparer. Alors oui, le deuxième point qui est de savoir comment aborder les bourses d'études. Il faut dire que pour une bourse d'études, vous aurez environ 10 000 personnes qui vont postuler. Qu'est-ce qui vous différencie du lot? J'ai eu à balancer très souvent sur mes réseaux sociaux des enseignants que je connaisse qui, voilà, cherchent des étudiants. Lorsqu'il fait un post que je recherche les étudiants en master et en doctorat pour travailler avec moi, ce sont des opportunités totalement financées. Mais alors, pour un post LinkedIn de ce genre, vous aurez environ 5000 personnes qui vont postuler. Qu'est-ce qui fait qu'on vous distingue des autres personnes? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne s'agit pas des notes qui vont vous distinguer des autres personnes. Parce que les notes, vous n'envoyez pas cela dans le mail. Les notes se trouvent dans les transcripts, dans les relevés. Et il faut ouvrir les documents pour chercher et aller regarder. Croyez-moi, ils ne font pas cela pour 5000 personnes. Donc, ils ne vont pas chercher vos notes pour 5000 personnes dans les relevés de notes. Ils ne le font pas. Ce qui fait donc que ce qui attire votre attention ou vous démarque, c'est le premier message que vous envoyez à cet encadreur-là. C'est ça le point. C'est ça qu'ils lisent. Ils ne vont pas lire les lettres de recommandation, les lettres de motivation, les relevés de notes, si déjà le premier message ne les attire pas. Parce qu'ils ont comme ça, voilà, 5000 candidatures. Donc, c'est le premier message qui est le plus important. Et dans le premier message, j'ai vu encore des jeunes qui m'ont écrit me demandant, du moins me présentant comment est-ce qu'ils écrivent leur message ou leur mail. D'aucuns vont directement à demander, monsieur, j'ai vu vous avez postulé, vous êtes à la recherche des étudiants, je suis intéressé par ceci. Écoutez, c'est pas en ça que vous allez vous démarquer. Donc, mon conseil très souvent, c'est que aujourd'hui, on est plus intéressé par des soft skills. Les soft skills, ce sont les compétences non techniques. Les gens qui ont les 20 de moyenne, 19 de moyenne, 15 de moyenne, ils sont nombreux. Dans une pile de candidatures de 5000 personnes ou 6000 personnes, il y a un minimum de 4000 personnes qui ont plus de 15 de moyenne ou plus de 16 de moyenne. Donc, en termes de compétences académiques, vous ne faites pas l'exception. Il y en a qui sont beaucoup mieux que vous en termes de résultats académiques. Vous ne pouvez donc pas vous baser sur cela pour vous vendre auprès de ces enseignants-là. Ça veut dire que si cela ne marche pas, il faut trouver une autre stratégie. Et quels sont donc ces autres points-là qui peuvent vous aider à vous démarquer? J'ai l'habitude de dire que jouer dans l'émotion, en tout cas, l'homme est émotionnel. L'être humain est émotionnel. Donc, jouer sur les émotions des personnes. Quand un encadreur demande des gens pour travailler avec eux, aujourd'hui, au-delà de la compétence technique, du fait que vous êtes bon à l'école, bon en mathématiques ou peu importe le domaine, on a besoin de travailler avec quelqu'un de social. On a besoin de travailler avec quelqu'un qui travaille en équipe. On a besoin de bosser avec des personnes qui savent ce que c'est que le travail en équipe. Le teamwork, comme les anglophones le disent. Donc, vous voulez vendre ces compétences-là que, voici monsieur, j'ai vu votre demande. Bon, quand je le dis j'ai vu votre demande, clairement, c'est si vous avez écrit, c'est parce que vous avez vu la demande. Mais voici monsieur, j'ai lu vos intérêts de recherche. J'ai lu vos papiers académiques. J'ai lu ceci et j'ai remarqué que vous êtes plus intéressé
passe tel aspect, qui d'ailleurs coïncide principalement avec mes intérêts à moi. Et par ailleurs, j'ai eu à bosser sur un projet de la sorte où j'ai eu à, ou bien j'ai pensé que on peut améliorer comme ça, comme ça. Là, vous connectez avec lui sur l'aspect recherche, sur l'aspect académique. Parce que il travaille avec vous pour la recherche, pas pour les notes que vous allez avoir à l'école. C'est pas pour ça qu'on vous paye. Eux, ils vous payent pour la recherche. Donc, vous connectez avec lui sur le fait que vous avez des centres d'intérêt communs. Et il ne s'agit juste pas de le dire. Il faut étudier le profil des personnes. Lorsque vous voulez aborder un encadreur, un enseignant, vous n'avez rien à l'apprendre. OK? Et vous n'avez pas justement le temps pour apprendre de lui. Idéalement, vous voulez faire votre devoir. Qu'est-ce que j'entends par faire votre devoir? C'est de lire sur lui, de lire et d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Que lorsque vous avez l'occasion de discuter avec lui, vous posez des questions pertinentes. Pas des questions du genre, monsieur, vous travaillez sur quoi en ce moment? Ou des questions du genre, quels sont vos centres d'intérêt? Ou alors attendre qu'il vous pose ce genre de questions-là, non. Vous voulez être au-delà de ce genre de questions basiques parce que vous avez fait le devoir qui est de lire, d'apprendre de lui avant de vous approcher de lui. Alors, une fois que vous avez appris de cet encadreur-là, vous montez un message assez pertinent. J'ai parlé de connecter avec lui sur l'aspect académique du terme. Une fois que vous avez donc présenté que vous êtes la personne qu'il faut pour ce job-là, et surtout, évitez au plus de vendre vos notes en mode j'étais premier de ma classe, j'étais. Il ne s'agit pas de vous, on s'en fout du fait que vous avez été premier de la classe. Est-ce que vous pouvez faire ce qu'il a besoin que vous fassiez? Oui ou non? Good. On s'en fout de savoir que vous avez été premier de la classe. Et ça, c'est pas quelque chose de sain. C'est pas sain de se vendre en tant que premier de la classe ou bien de dire que j'ai eu des bonnes notes en ceci, en ceci. Laissez ça aux enfants du secondaire. Quand on parle de master, de doctorat, il s'agit ici là d'élever le niveau, you know. Donc, vous vendre plus sur l'aspect, j'ai étudié vos centres d'intérêt, j'ai réfléchi, d'ailleurs j'ai eu des projets sur lesquels je bossais dans ce sens-là, ou alors personnellement j'ai toujours réfléchi, je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut développer par exemple des systèmes d'intelligence artificielle responsables qui respecteraient les vies privées des personnes sans que l'homme n'ait un impact en amont. Vous posez des questions pertinentes comme celle-là, vous émettez des points pertinents comme cela. Alors, une fois que c'est fait, vous jouez maintenant sur les compétences non techniques. Les compétences non techniques, c'est quoi? Quelles sont ces compétences-là qui peuvent être utiles dans un cadre de la recherche? Dans le cadre de la recherche, on a besoin de quelqu'un de résilient, quelqu'un de persévérant. Et vous pouvez taper dans votre histoire, dans votre expérience personnelle, à dire que voilà, par le passé, j'ai eu à rencontrer ce genre de difficultés, je l'ai dépassé, j'ai eu à traverser ces difficultés-là, qui aujourd'hui m'ont permis d'acquérir les compétences de la résilience. Il s'agit ici de vendre votre histoire. Vous tapez dans votre expérience personnelle. Et comme j'aime le dire, il n'y a pas de petite expérience. Même si vous avez travaillé au McDo, je pense qu'il y a une façon professionnelle d'extraire un message de cela et de bien vendre cela. Donc c'est ça le point. Les compétences non techniques, par exemple, c'est, comme je l'ai dit, la persévérance, la résilience. Il y a également le travail en équipe, le teamwork. Vous pouvez aller du fait que vous êtes quelqu'un qui aimait jouer au basketball ou au football. Et donc ça, travailler en vous, ces compétences de travail en équipe. Parce que le football, justement, ce sont des compétences, c'est un jeu, ou alors un jeu d'équipe. Donc ça, travailler avec vous, des compétences en équipe. Et si vous ne savez pas, j'ai eu à discuter avec pas mal de HR, comment on les appelle là, les recruteurs, HR, I mean. Bref, ressources humaines, voilà. Des personnes des ressources humaines qui disent qu'il y a des jobs où lorsque vous mettez des hobbies comme par exemple marathon, des hobbies comme par exemple gaming, des hobbies comme par exemple je dis n'importe quoi, photographie,
Ce sont des hobbies, des loisirs qui, au plus, impliquent deux personnes. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui travaille en équipe. Pour ce genre de poste, on ne travaillera pas avec vous. Tandis qu'il y a d'autres personnes que juste parce que les hobbies sont plus du genre, oh, je suis quelqu'un qui joue beaucoup du tennis. Bon, je veux dire, je suis quelqu'un qui joue beaucoup du basketball, quelqu'un qui est plus impliqué dans le football, quelqu'un qui est plus impliqué socialement dans certaines responsabilités. On comprend que vous avez des compétences de leader. Ne pensez pas que vous pouvez postuler à un job de leadership et mettre des loisirs même qui n'impliquent pas d'autres personnes ou qui n'impliquent pas des responsabilités. Voilà où est-ce qu'on analyse les profils des candidats. Donc, c'est assez profond que ça. Il ne s'agit juste pas d'écrire de façon aléatoire, mais c'est une analyse holistique qu'il faut mener sur votre profil d'abord et vous évaluer, est-ce que je suis la personne idéale pour ce genre de position ou pour cette job que je veux postuler ou cette opportunité ou cette bourse à laquelle je veux postuler. Donc, c'est ça mon conseil. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un travail de fond qui se développe avec le temps. Voilà. Ça se travaille avec le temps, ça s'affine avec le temps. Il faut être très intentionnel à propos de cela. Alors, le dernier point qui est en préparation avec les bourses d'études. Nous sommes en fin d'année actuellement. Qui veut aller loin prépare sa monture. C'est en fin d'année que vous avez les bourses d'études. Vous n'aurez pas les bourses d'études en mai, janvier, février. Vous aurez une bourse d'études à gauche et à droite. C'est très rare. Donc, pour cette période de fin d'année, vous voulez être en train de postuler à des bourses d'études. Et pendant l'année, vous préparez les lots de documents dont vous aurez besoin pour postuler à des bourses d'études plus tard. La bourse d'études, c'est pas quand on voit une bourse d'études que l'on postule à cela. J'ai par exemple postulé à une bourse d'études à Polytechnique, des bourses internes. J'ai récemment postulé à cela. En général, vous avez peu de temps pour postuler à des bourses d'études. On vous demandera les lettres de motivation, les recommandations, les justifications financières et tout cela. Et vous n'avez juste pas le temps parce que vous êtes également en train de faire autre chose. Vous voulez travailler sur ça en amont. Écrivez déjà les lettres de motivation, écrivez déjà les lettres de recommandation, envoyez à vos enseignants qu'ils évaluent, ils signent. Bref, faites la job en avance. Et lorsque l'opportunité vient, elle rencontre quelqu'un qui est déjà préparé. C'est ça le point. Donc, on ne postule pas à des bourses, on ne postule pas à des bourses d'études euh, euh, au milieu de l'année ou au cours de l'année ou en début d'année. C'est à la fin d'année que vous aurez énormément de bourses d'études. Et sur ma chaîne YouTube, je partage très souvent ces opportunités-là en rapport avec les bourses d'études. Malheureusement, je n'ai pas le temps de parcourir tout cela, mais il y a énormément de bourses d'études actuellement. Les bourses d'études de la Mastercard Foundation, les bourses d'études de DeepMind, les bourses d'études, il y en a tellement de bourses d'études dehors. Énormément de bourses d'études dehors. Dans n'importe quel secteur, peu importe le secteur, et d'ailleurs même le niveau. Quoique la majorité des bourses d'études, c'est plus en master et en doctorat, mais pour celui qui cherche bien, il trouve son compte. C'est quelque chose qui se prépare en avance, c'est quelque chose qui se prépare en amont. Il faut être très intentionnel à propos de cela. Oh, c'est toujours un plaisir de partager avec les bourses d'études. Je suis passé par là. Vous voulez étudier, vous voulez aller loin, mais vous n'avez pas d'argent pour cela. Et trouver une opportunité qui va financer vos études sans vous demander un bras de la main, c'est énorme, c'est beaucoup. Les gens veulent voyager pour aller à l'étranger, pour fréquenter, mais les études à l'étranger coûtent excessivement cher. Excessivement cher. Et s'il faut voyager pour espérer avoir une job et travailler en même temps en étudiant, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage au sens propre du terme. Quand tu as la possibilité d'avoir une bourse d'études, tu te concentres sur tes études et tu deviens efficace. Tu obtiens des bonnes notes qui te donnent davantage des bourses d'études pour plus tard. Donc, il faut être très intentionnel à propos de ça. Et comme je l'ai dit, la mentalité francophone africaine, c'est qu'il faut des grosses notes à l'école pour avoir les bourses d'études. C'est très loin. Les critères pour les bourses d'études sont de loin différents de ce qu'on pense souvent. On pense qu'il s'agit toujours des notes. Il y a plusieurs types de bourses d'études. Il y a les bourses d'études d'excellence. Il y a les bourses d'études des personnes qui, voilà, sont impliquées socialement. Il y a des bourses d'études des personnes juste
qui ont des difficultés financières. On appelle ça les aides financières. Donc, il y a plusieurs profils de bourse d'études et vous postulez à ce qui vous correspond, ce dont vous remplissez les critères. J'espère que j'aurai au moins inspiré quelqu'un aujourd'hui à postuler à une bourse d'études et surtout vivement que la personne obtienne cette bourse d'études-là.